Bonjour, bienvenue dans notre 4e journée de nos grands dossiers de la protection sociale, séquence 11 sur un sujet majeur. Vous allez me dire, on a 14 séquences en tout et à chaque fois on a un sujet majeur. Mais là, on a quand même un sujet qui embarque beaucoup de transformations, le sujet de la solidarité à la source. Et avec mes intervenants, nous nous disions qu'au terme de cette heure, vous devriez être content parce que vous saurez globalement de quoi il s'agit, où nous en sommes et ce que cela va changer pour les gens. Comme nous l'avons fait sur plusieurs de ces séquences, vous avez la possibilité, en brandissant votre smartphone, de flasher le flash code, de vous retrouver sur un site internet qui vous permet de répondre en un mot à la grande question solidarité à la source, point d'interrogation. Ceci nous permet de faire un nuage de mots que nous allons voir vivre tous ensemble en direct. Et puis, je demanderai en réaction à chacun de nos 3 intervenants de nous dire à quoi leur fait penser ces différents termes qui s'affichent. Qu'est-ce qu'ont à l'esprit les centaines de personnes que vous êtes à nous regarder? Alors, normalement, le nuage de mots doit apparaître. Pour le moment, c'est des mots très gros, vous allez voir. Et puis, au fur et à mesure, vous allez voir que les mots vont devenir plus petits parce qu'il va y en avoir beaucoup. Notez donc ce thème de l'accès au droit, d'automaticité, facilité. Je pense que c'est facilité au sens de faciliter la vie des usagers parce que le dossier en soi-même n'est pas forcément extrêmement facile. Arrive le sujet technique des bases ressources, l'ambition de simplification. Nous voyons qu'il y a des personnes qui connaissent la manœuvre puisque nous avons le DRM qui apparaît. Donc, vous pouvez faire un concours de sigles sur notre affaire. Vous allez voir, je préviens nos 3 intervenants, que les termes qui sont au centre sont ceux qui sont les plus souvent envoyés. Et donc, au moment où je suis en train de le commenter, vous avez ce sujet de l'accès au droit, qui est donc la première ambition assignée par nos interlocuteurs à cette transformation importante du mode de calcul et de délivrance des prestations. Vous avez le terme de non-recours qui est en dessous et qui est évidemment lié. Je ne sais pas si vraiment simplicité, c'est le dispositif lui-même ou c'est ce qui doit en ressortir, mais ça, c'est peut-être le commentaire que vous pouvez faire. Alors, si on laisse faire ce nuage de mots, puisqu'il y a toujours un petit temps de retard entre ce que l'on voit et l'envoi des différents termes, on va arriver à quelque chose de très très large et toutes les couleurs. Ce sera très très joli, mais on peut commencer à le commenter. Alors, je ne sais pas qui veut prendre le micro le premier pour commenter le fait que nous avons l'accès au droit, vous voyez, qui surplombe là, le DSN et le DRM pour le moment, mais peut-être Céline, allez, qu'est-ce que vous nous dites en voyant ce nuage de mots? Est-ce que ce sont les mots que vous employez le plus souvent lorsque vous évoquez ce thème de la solidarité à la source? Donc effectivement, en fait, accès au droit, le non-recours, c'est une des valeurs ajoutées qu'on attend de la solidarité à la source. L'objectif est bien là. Et donc, après, on voit apparaître là qui est un petit peu plus, de façon un peu plus forte, là, la partie DSN, on voyait DRM. Donc là, il y a derrière tout ça, il y a un enjeu technique à la mise en œuvre. Et donc, c'est vrai que c'est un des enjeux majeurs pour que ça se réalise, la solidarité à la source. Alors, Elisabeth, vous devez être contente. Regardez, là, au cœur du dossier, il y a DSN. Oui, je ne sais pas si je suis contente ou pas. C'est la réalité, c'est que maintenant, on a des données numériques très riches grâce à la DSN et à son cousin qui s'appelle Passereau. Et qu'effectivement, grâce à ces données numériques très riches, on peut devenir proactif et donc faciliter l'accès au droit. Mais la solidarité à la source va un peu plus loin que l'accès au droit, puisqu'elle pousse aussi, enfin, elle va permettre d'appuyer les calculs de ceux qui viennent demander leur droit, qui avaient déjà accès. Donc il y a la double dimension quand même qu'il ne faut peut-être pas négliger. Et Sylvain, alors, à regarder ce beau nuage de mots, faites-le nous une fois, c'est plutôt dites-le nous une fois, je crois, mais bon, ouais, c'est pas la même chose. C'est peut-être une bonne interprétation aussi du dites-le nous une fois, puisque le dites-le nous une fois, derrière, ce qu'on met, c'est qu'on veut éviter à l'usager d'avoir à redéclarer une information auprès d'une administration auquel il a déjà fait la déclaration de cette information, et donc c'est toute l'ingénierie qu'on met en œuvre en back-office pour accompagner et simplifier le parcours d'usager. Et donc faites-le nous une fois, c'est quand même une bonne chose aussi, c'est parce que ça va être à nous justement de faire en sorte que l'usager puisse faire ce dites-le nous une fois. Donc cette version du dites-le nous une fois me semble aussi intéressante à mettre en œuvre. Parfait. Alors c'est le temps des présentations.
alors, pourquoi il faut faire un petit temps de présentation là? C'est parce que sur ce sujet à la fois si important et si technique, nous avons le plaisir d'accueillir 3 des intervenants majeurs de l'affaire et qui vont nous expliquer rapidement ce que fait leur institution dans cette belle aventure. Alors, je vais me tourner vers Elisabeth Weber-Bottin, puisque vous êtes directrice du GIP MDS. Donc, la grande question, c'est, en un mot, qu'est-ce que le GIP MDS et qu'est-ce qu'il vient faire dans cette belle affaire de la solidarité à la source? Alors, GIP MDS, c'est modernisation des déclarations sociales. On gère le portail Net Entreprise, qui est le point d'entrée des formalités sociales pour les entreprises, de façon à ce qu'elles aient tout sous la main. Et ça, c'est depuis l'an 2000, donc ça remonte quand même. Et depuis 2010, en fait, ça s'est étendu, puisque ayant constaté que finalement, il y avait bien une porte d'entrée unique, mais il y avait quand même autant de déclarations avec des données qui étaient les mêmes, mais définies différemment en fonction des récepteurs, est née la DSN, de façon à vraiment partir des systèmes d'origine, donc à la source, on y reviendra, les systèmes de paie dans les entreprises, pour permettre de remplacer toutes les formalités sociales. Donc le GIP gère ce dispositif DSN et gère donc son cousin Passereau, qui est le pendant, mais sur la collecte des revenus de prestations. Sylvain Renard, alors vous êtes dans la célèbre DPFAS, la direction des politiques, des prestations et de l'action sociale au sein de la CNAF, dans un département très singulier qui s'appelle Ingénierie des échanges et des prestations. Voilà, tout à fait. Donc, au sein de la Caisse nationale des allocations familiales, donc évidemment sur la solidarité à la source, on va mettre en œuvre par le paiement des prestations et toute la construction de récupération des données, d'accompagnement des usagers, un système le plus simple et le plus juste possible. Donc, c'est vraiment l'ambition de la solidarité à la source et sa déclinaison en termes opérationnels pour la Caisse nationale, afin d'atteindre effectivement trois piliers. C'est comme ça qu'on a structuré le programme solidarité à la source au sein de la CNAF, qui embarque de nombreuses directions au-delà de la direction des politiques familiales et sociales. Donc, effectivement, les notions d'accès aux droits, d'une sécurisation du parcours et d'un paiement au juste droit, puisque la qualité des données doit nous permettre d'éviter des allers-retours sur des données déclarées qui peuvent être de qualité potentiellement moindre, et un parcours le plus simple possible pour l'usager. Et donc, plus particulièrement, mon département a en charge le pilotage des bases ressources, des services en ligne et des échanges de données avec les partenaires qui s'inscrivent tout à fait dans les dispositifs qui vont alimenter ce programme Solidarité à la source au sein de la CNAF. Et Céline, vous travaillez au sein de la mission interministérielle Données sociales. Alors qu'est-ce que c'est donc que cette mission ? Donc en fait, c'est une mission qui a été créée récemment pour justement répondre aux enjeux très très forts de l'utilisation de ces données sociales pour les projets de solidarité à la source et plus largement aussi. Et donc en fait, l'objectif de cette mission données sociales, c'est de sécuriser le processus de gestion de ces données sociales du bout en bout. Donc en regardant donc vers le déclarant, en s'assurant que ces démarches déclaratives sont les plus simples possibles, et en regardant aussi du côté des utilisateurs et notamment donc les caisses de sécurité sociale qui aujourd'hui mobilisent largement déjà ces données sociales dans la liquidation de leurs prestations. Alors nous sommes au cœur du sujet, vous avez le micro Céline, de quoi parle-t-on quand on parle de solidarité à la source? Voilà, on est au coin du feu, on discute, qu'est-ce que la solidarité à la source? Alors, la solidarité à la source, à la DSS, donc on l'envisage comme vraiment la modernisation de la délivrance des prestations sociales qui sont soumises à conditions de revenus. Et donc derrière, avec l'objectif qu'on évoquait tout à l'heure, donc qui est de lutter contre le non-recours, de faciliter la délivrance des prestations, mais après aussi dans les projets qu'on mène, c'est aussi essayer donc d'avoir des gains d'efficience de gestion pour les caisses, c'est aussi d'avoir une maîtrise du risque qui soit améliorée, c'est aussi lutter contre la fraude. Donc en fait, c'est un programme de transformation très structurant qui est très engageant pour la DSS, mais aussi pour d'autres directions centrales au sein du ministère, qui portent notamment le volet solidarité. Très bien. Elisabeth, qu'est-ce que ça veut dire à la source? Alors, vous avez dans votre commentaire du nuage dit « Ah, c'est très important, je vais y revenir ». Donc, c'est l'occasion. Tout à fait. Donc, il y a un petit transparent là, qui essaye de résumer les éléments par rapport à ça. Parce que je pense que d'abord, la définition du mot à la source, elle n'a pas réellement été posée de manière complète. D'ailleurs, elle veut dire des choses différentes suivant le contexte où elle est utilisée.
dans le contexte du prélèvement à la source, ça désigne le fait que la personne n'a qu'un bout de son revenu puisque la partie de l'impôt a été prise à la source. Dans la solidarité à la source, ça veut dire qu'on va s'appuyer sur les données qui sont produites par les systèmes sources pour pouvoir utiliser ces données pour calculer ou faciliter l'accès aux droits. Donc on a déjà deux sens qui sont différents derrière un même terme et je pense que les automatismes ne sont forcément pas les mêmes et que le degré d'automatisation doit être challengé par rapport à ce qu'on veut vraiment faire derrière. Donc sur la partie informatique, à la source, ça signifie quelque chose de très simple. Ça veut dire qu'on a des systèmes qui tournent de toute façon. Même s'il n'y avait pas de formalité sociale, il y aurait la paie des salariés qui serait faite par les entreprises, donc elles ont leur système de paye. Même s'il n'y avait pas de formalité à faire à partir des prestations, les prestations seraient payées aux gens, donc il y a bien des systèmes de paiement des prestations. Donc ces systèmes existent, qu'on les utilise ou pas. Donc la source, c'est vraiment que ce système opérant marche pour lui-même et la donnée sera d'autant plus de qualité qu'elle est utile pour le bon fonctionnement de ce système lui-même. Donc c'est tout l'enjeu de trouver le bon équilibre entre cette source qui fait son boulot à elle et le besoin d'usage qu'on en a. Parfait. Sylvain, un petit mot sur cette solidarité à la source, sa définition, ses contours. Simplement peut-être pour compléter ce qui a été dit, c'est dire qu'on est vraiment dans une démarche collective entre administrations et qu'on va essayer d'absorber toute la complexité qu'il y a derrière le système et que pour l'usager, au final, on a un système plus juste et plus simple. Voilà, je pense que c'est en résumé ce qu'on cherche collectivement à faire et je pense que le point collectif est important parce qu'on est quand même assez nombreux à partager ces objectifs-là pour le bien commun des usagers. Alors c'est un gros chantier, hein, c'est vraiment quelque chose d'importance, plein de complexité, ceci afin de produire de la simplicité. Et je me tourne vers vous, Céline, pour savoir où on en est aujourd'hui de ce chantier. Alors en fait, il y a quand même déjà des belles réalisations. La mobilisation des données sociales dans la liquidation des prestations dans les caisses. On a déjà la C2S qui s'appuie sur ces données sociales pour faciliter en fait la demande et le renouvellement de la C2S. On a aussi les allocations logement qui s'appuient aussi sur ces données sociales et effectivement on a toute une feuille de route chargée qui vit aussi en fonction des demandes du gouvernement, en fonction aussi des initiatives des caisses et aujourd'hui on a sur notre feuille de route un projet majeur qui est la modernisation du RSA et de la prime d'activité. On a aussi des actions autour du non-recours pour faciliter les campagnes de non-recours dans la branche famille, mais aussi du côté vieillesse. Et on a des perspectives futures sur d'autres prestations, côté vieillesse pour l'ASPA, aussi dans un champ plus large sur la demande de logement social. Donc ça, ce sont des projets déjà bien identifiés depuis longtemps, mais qui aujourd'hui en fait commence à se dynamiser et pour aboutir dans les années à venir. Elisabeth, sur le chantier alors, on peut d'abord se demander les années à venir, quand tout ceci sera-t-il définitivement mis en œuvre? Alors il y a à la fois les injonctions politiques et puis la réalité de la construction de tous ces systèmes. Oui, donc sur la réalité des systèmes, on a introduit cette notion de montant net social qui a été définie pour appuyer le calcul des prestations, qui était une nouvelle notion pour les entreprises, puisqu'antérieurement, ça n'était pas présent en paie, et elle a été définie. Alors, il reste encore quelques petits réglages, mais pour l'essentiel, donc c'est défini. C'est mis dans les payes, c'est mis dans le schéma DSN et Passereau. Et d'ailleurs, on observe depuis maintenant plusieurs mois la montée en charge du renseignement de la DSN parce qu'on avait trouvé un moyen de le faire quand même dès 2023 pour justement suivre la qualité de la donnée. Et il y a déjà 15 millions de salariés qui ont leur montant net social présent sur leur bulletin de paie et véhiculé en DSN, donc ce qui permet quand même de s'assurer de la qualité qui est plutôt bonne et satisfaisante à ce stade par rapport à ce qu'on peut voir.
On est en train de mettre en place un pilote pour que dans la norme 2024, puisque la DSN a une norme tous les ans, eh ben ça marche aussi bien que ça marche avec la 23 et que ce soit cette fois généralisé. On a mis au point avec l'URSSAF, on a des groupes de travail très nombreux pour approcher la manière de vérifier justement cette qualité de manière partagée. Et l'URSSAF commence à mettre en place des éléments de retour direct vers chaque déclaration en disant là, il nous semble que le montant d'aide sociale, il n'est pas bien calculé, regardez pour le corriger. Ça s'appelle les CRM normalisés, donc de dire les erreurs dès qu'on les détecte. Et ceci commence à être utilisé dans le cadre du pilote qui est mis en place pour permettre à chacun de corriger les erreurs de paramétrage qu'ils auraient pu faire. Donc tout est fait pour que la qualité de la donnée soit pleinement au rendez-vous. Ensuite, il y a des conditions de durée de cette qualité qu'il faut qu'on travaille ensemble. Mais sur les travaux techniques, on est donc quand même bien avancé et les choses sont en place donc pour que ça marche. Sylvain, alors sur le calendrier, la CNAF toujours en avance? Alors toujours en avance, alors on vient de signer notre convention d'objectifs et de gestion 2023-2027, donc la solidarité à la source est bien identifiée dans les chantiers qui sont portés dans cette convention. Donc effectivement les avancées déjà identifiées autour du projet d'AL, qui n'a pas été sans douleur, mais en tout cas qui a permis de mieux maîtriser l'écart par rapport à ce qu'on devait faire et de partir sur le meilleur. Je vais tenter de traduire à chaque fois tous vos sigles, parce que certains ne connaissent pas. Mais oui, bravo, très bonne note, allocation logement. C'est pas la plus compliquée. C'est pas la plus compliquée. Donc, je vais faire attention sur les prochaines. Et effectivement, alors sur le montant d'aide sociale qui est déjà initié, là, je pense qu'il faut aussi rappeler d'où on part aussi pour l'usager. C'est-à-dire que un bénéficiaire de RSA, tous les trimestres, il est devant sa déclaration trimestrielle de ressources et on lui demande un net perçu. Mais en fait, c'est écrit nulle part le net perçu. Il faut qu'il aille lire la petite notice du CERFA pour bien comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, enfin, il y a vraiment le montant d'aide sociale, il est quand même beaucoup attendu pour ça, c'est-à-dire qu'on a une vraie norme pour qu'on puisse déclarer sur une base connue et partagée de tous. Alors après, en plus, si on peut l'automatiser, c'est encore mieux. C'est effectivement ce qu'on va faire donc à Horizon pour les premières CAF expérimentales sur le sujet de la déramisation PPRSA sur fin de l'été 2024. Prime d'activité et revenu de solidarité active, avant une généralisation plutôt à horizon du premier trimestre 2025. Donc là, c'est les démarches concrètes et la branche famille est très mobilisée sur la bonne réussite du projet, donc au niveau de la CNAF, mais également évidemment avec le réseau. Regardez le micro, il y a une grande question quand même, c'est qu'est-ce que ça va changer concrètement, positivement bien sûr, pour les destinataires de toutes les politiques de protection sociale? Alors, pour les usagers. Bien sûr, sur les transformations, elles peuvent se voir notamment autour de 4 axes. Donc le premier, c'est effectivement la simplification des démarches déclaratives. Donc on l'évoquait à l'instant avec le montant d'aide sociale qui met un cadre beaucoup plus propre en tout cas beaucoup plus clair et beaucoup plus partagé sur ce qui doit être déclaré. Donc avec les volontés d'automatisation évidemment derrière pour aller encore plus loin dans les aspects à la source de la solidarité. Après, la question, c'est de savoir dans quelle mesure on laisse de la marge pour valider ça par l'usager, par rapport à l'automatisation, ou est-ce que c'est quelque chose où on se dit le montant d'aide sociale, enfin le montant du DRM fait foi, et après on est sur des parcours un peu plus, on va dire un peu plus de modification, mais qui nous amènent à des questions de gestion back-office de ces demandes de modification. Donc premier axe, la simplification des démarches. Le deuxième axe, on l'a évoqué aussi un peu tout à l'heure avec notamment le nuage de points, c'est une amélioration et un renforcement de l'accès au droit. Donc typiquement, c'est le développement de techniques, enfin l'utilisation de techniques comme le data mining ou le développement d'un moteur d'éligibilité qui va nous permettre, lors de campagnes dédiées, de détecter des droits supplémentaires par rapport à des données qu'on connaît sur les allocataires qu'on traite déjà. Ou dans le cadre de nouvelles démarches, par exemple, c'est de dire je fais une demande je vais vers le site de la CAF pour déclarer ma situation. On peut dire à ce moment-là, attention, on détecte que vous pourriez être en situation de pouvoir prétendre à telle prestation, aller un peu plus loin sur des systèmes de simulateurs, voire de demandes, où on pourrait éviter de faire redemander dans le cadre d'une prestation des données qu'on connaît déjà ou dans le cadre de demandes multiples. Donc la lutte donc le deuxième axe, c'est cette lutte contre le non-recours. Le troisième axe, c'est l'aller vers des nouveaux publics. Donc ça, c'est dans le cadre qu'on s'est donné dans la COG, on est plutôt dans un pan à horizon fin de COG, mais c'est la détection de nouveaux publics qu'on ne connaît pas, en tout cas pour les CAF,
et leur dire qu'a priori la situation pourrait peut-être permettre d'ouvrir des droits, donc aller vers des systèmes de simulation. Le portail numérique des droits sociaux, par exemple, peut être un axe qui permet de faire des simulations multiprestations. Donc là, c'est typiquement ce qu'on va viser, c'est des personnes nouvellement inscrites chez Pôle emploi, des bénéficiaires de C2S qui seraient pas, de complémentaires solidaires santé qui ne seraient pas connus auprès des CAF et dont on peut estimer que les ressources limitées dont elles bénéficient pourraient leur permettre de prétendre à des droits chez nous. Donc c'est aller vers ces personnes pour les orienter. Et le dernier axe, c'est d'organiser le meilleur parcours possible pour l'usager. Donc justement, avec tout le travail en amont et qu'on fait collectivement sur la qualité de la donnée, puisque si on a des données de qualité au départ, on va éviter justement d'avoir des parcours où on va être à avoir des besoins de vérification de l'usager, éventuellement d'avoir des besoins de gérer les éventuelles corrections. Et ça, c'est quand même, faut qu'on le prévoie. Il y a aussi un travail très collectif là-dessus. Et c'est tout le travail de construction et de rationalisation des bases ressources pour aussi peut-être gommer un peu de complexité qui existe actuellement dans la réglementation. Est-ce qu'on va aller vers une automatisation complète du service des prestations? Peut-être Elisabeth, Céline. Je pense que l'automatisation complète est un leurre. Ça n'existe pas. On a de plus en plus des particularités dans la paie, dans les systèmes de contrat de travail, etc., qui font que parfois, par rapport à une règle générale, on va avoir une exception. Et quand vous dites c'est DRM fait foi, je pense que c'est trop extrême. C'est-à-dire que dans 95% des cas, il y aura zéro souci. Par contre, il ne faut pas que les 5% des cas sur lesquels il y a probablement des spécificités qui vont conduire à devoir redialoguer avec la personne, ils soient gommés et qu'on les traite en automatique, en aveugle, pour créer ensuite des problèmes. Donc cette notion d'automatisation, il faut vraiment comprendre que c'est la recherche de l'industrialisation maximale, mais qu'elle ne sera jamais à 100%. D'ailleurs, quand on regarde le pendant avec le prélèvement à la source, on voit bien que sur le prélèvement à la source, ça fonctionne comme une provision. C'est-à-dire que tout au long de l'année, il y a une provision de calcul du PAS, mais qui est régularisée dans une opération annuelle, PAS, prélèvement à la source, qui tient compte justement des spécificités de la personne et de ce qui a pu lui arriver sur l'année. Donc ce système de comment est-ce qu'à un moment on fait le point vérité d'ensemble, comment on évite de s'autoréguler régulièrement sur des données dont on sait que potentiellement elles vont changer. Il y a aussi un vrai sujet, c'est que les salaires en France, ils sont négociés avec un montant annuel. Si on les utilise mensuellement, on va avoir des atypies d'un mois sur l'autre. Donc, toutes ces réflexions globales pour comment on va améliorer ensemble le système pour minimiser les régules, ça reste devant nous, je crois, en partie. Céline, alors sur les attentes pour les usagers, sur ce qui va vraiment changer pour les gens, un point à ajouter par rapport aux 4 grands axes qui ont été développés? En fait, je vais peut-être rebondir par rapport aux 2 interventions, parce que Elisabeth mettait en avant en fait le fait que utiliser les données sociales, donc c'est très performant, mais il peut y avoir des anomalies. Il peut y avoir donc quelque chose. Et donc du coup à la mission où je travaille. Donc en fait, on a un rôle d'appui à l'ensemble de ces projets et un des enjeux en fait majeurs, c'est aussi de gérer un peu le service après-vente sur ces données sociales et d'être en capacité de mettre en place les dispositifs qui vont faire que un allocataire va confronter à une donnée qui n'est pas la bonne, puisse en fait être accompagné et être pris et avoir une demande, que sa demande soit prise en charge en fait par les bons acteurs et que sa situation soit traitée. Donc là, on travaille en interbranche sur le sujet. Donc naturellement pour le projet du RSA et de la prime d'activité, avec la CNAV, avec les URSSAF, avec le GIP naturellement, pour en fait monter des circuits, un parcours allocataire qu'on appelle sans couture et qui vise en fait à lorsqu'on a une anomalie, qu'elle soit prise en charge, qu'une réponse soit trouvée en premier lieu dans la délivrance de la prestation. Et donc ça, c'est un élément important, c'est d'avoir cette première réponse de l'organisme en fait qui gère la prestation. Et après, derrière, de remonter jusqu'à la source en fait de la donnée, donc c'est-à-dire vers le déclarant, vers l'organisme qui a déclaré le revenu. Et ça, c'est un des enjeux majeurs de la mise en place de
de ces projets, c'est voilà, être en capacité de savoir gérer quand il y a un défaut, quand il y a une anomalie en fait qui est constatée sur cette source. Cette source qui est voilà, derrière, c'est une ressource qui est à traiter en fait. Donc c'est vraiment par rapport à ça, moi, c'est peut-être le terme anomalie me gêne. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un écart qui ne soit pas une anomalie. Tout à fait. Parce qu'on ne peut pas avoir tout prévu. Donc je pense qu'on gagnerait à parler d'écart parce que anomalie, ça renvoie tout de suite. Et j'ai vu parfois certains dans les caves dire ils font n'importe quoi les déclarants. Et non, les déclarants, ils agissaient correctement. Sauf que derrière, dans la chaîne, il y avait eu un écart ou que c'était mal compris. Donc je pense qu'il faut éviter de dire il y a des anomalies à la source, puisque de toute façon, la source, elle ne sera jamais parfaite. Tout système humain comporte des erreurs. Bon, il y a des humains, voilà. Donc, elle ne sera jamais parfaite. Simplement, chacun fait de son mieux. Et derrière, quand on voit des écarts, il faut bosser ensemble pour mieux les comprendre, les éviter à l'avenir, mais pouvoir effectivement, comme vous le dites très justement, Céline, réagir tout de suite face à l'allocateur. Si lui, il est en situation où effectivement, il montre qu'il y a un vrai sujet, qu'on puisse lui répondre. Et derrière, on traite en arrière-cuisine les éléments sur les écarts. Je pense qu'on commence à prendre quelques petites questions du fil de discussion. D'abord, est-ce que toutes les caisses de sécu, par caisse de sécu, je dois plutôt entendre toutes les branches, sont investies dans cette solidarité à la source? Peut-être Elisabeth? En fait, en usage, le problème, c'est l'usage des données sociales. Tout le monde utilise les données sociales. Après, à la source, ce sont plutôt les prestations à clause de ressources. Donc, nous, au GIP, on a les organismes de protection sociale, mais la gestion des prestations à clause de ressources relève du DRM, donc sous l'égide de l'AMITS. Et par rapport à ça, donc à ce jour, nous, on sait qu'il y a déjà la CNAM qui utilise pour la C2S, il y a la CAF pour les APL et demain le RSA, voilà. Et ensuite, il y a tout un tas de projets qui se profilent, mais dans l'usage concret de cette partie montant net social, ou de ce qui est considéré comme les ressources, et non pas par rapport à l'origine de ce qui était dans les formalités sociales, on était vraiment sur la matière sociale liée au travail. C'est-à-dire c'est la sécurité sociale, on a des revenus bruts avec des règles de gestion selon les métiers, suivant les circonstances, qui font qu'on se prémunit contre les risques de la vie, ce qui était la sécurité sociale au sens de la ROC. On peut tomber malade, on peut être au chômage. Alors le chômage n'était pas dans la ROC à l'origine parce qu'après la guerre, il n'y avait pas de chômage, mais ça revient à ça. C'est-à-dire que j'ai travaillé et donc par rapport à ma situation de travailleur, j'ai le droit à certaines prestations qui viennent quand j'ai un pépin dans mon travail. Là, on est sur un autre système qui est plus... il y a un système de solidarité nationale à travers des prestations à clause ressources. Et c'est la façon dont tout ça s'articule, je pense qu'il faut aussi qu'on la retravaille bien ensemble pour ne pas risquer de mélanger les genres. Très bien. Alors, parmi les questions que j'ai reçues, il y a qu'est-ce que le DRM? Qu'est-ce que DSN? Qu'est-ce qui est contenu? À quoi ça sert? Vous voyez, certains, je vous le dis, sont bilingues en français, solidarité à la source. D'autres savent que tout ceci existe, mais seraient ravis d'avoir des éclairages précis. DSN. Alors, la DSN est née en 2012 comme projet de simplification des démarches des entreprises. À l'époque, il y avait plus d'une trentaine de déclarations qui se ressemblaient, mais qui avaient des rythmes différents et qui avaient des définitions des données qui se ressemblaient, mais qui n'étaient pas forcément les mêmes. Il y avait par exemple, à l'époque, il y avait 17 notions différentes d'effectifs qui étaient demandées aux entreprises. Donc, en fonction de l'administration qui les interrogeait, elle devait calculer leurs effectifs d'une manière un peu différente. Parfois, on mettait tout le monde, parfois, on comptait en ETP, en équivalent temps plein, parfois, on comptait les effectifs, parfois, on mettait les stagiaires, on ne les mettait pas, etc. Enfin, 17. Et c'était pareil sur plein d'autres données, y compris sur des données fondamentales de revenus, puisqu'on parlait du revenu sécu et qu'on parlait de la tranche A ou de la tranche B dès qu'on était sur les complémentaires. Donc une grosse dispersion de la définition des données. Donc la DSN, c'est vraiment une inversion de paradigme, justement sur ce que j'expliquais au départ, c'est-à-dire plutôt que chacun demande aux entreprises de fournir ce que lui attend par rapport à ses propres textes, on va regarder ce que l'entreprise gère dans sa paie, ce qu'elle est capable de produire, et on va le transmettre, charge à chacun de se débrouiller. C'est ça la DSN, déclaration sociale nominative, qui à la limite porte mal son nom de déclaration, parce que c'est plus un transfert de données récupérées à la source qu'une vraie déclaration. Et donc, il y a maintenant son cousin passereau, qui veut dire passage des revenus autres, qui a été construit au moment de l'arrivée du prélèvement à la source, parce qu'il fallait aussi faire du prélèvement à la source sur les prestations. Et comme on disposait déjà de toute une ingénierie sur la construction de systèmes normalisés sur la DSN, on a appliqué la même recette sur les prestations. DRM.
Donc, au sein de la mission interministérielle, donc c'est vrai qu'on s'occupe de la collecte, donc de la partie DSN Passereau, et on a aussi donc ce qu'on appelle le DRM, donc le dispositif des ressources mensuelles. Et on a, voilà, il apparaît dans le nuage de points. Il a été aussi abordé dans quelques interventions. Donc, effectivement, ce dispositif, en fait, il est central dans les projets de modernisation parce que c'est lui qui permet la diffusion de la donnée. Et donc, en fait, ce dispositif, il est central parce que c'est lui qui régule aussi qu'est-ce qu'on donne, à qui, pourquoi. Et donc, un de nos enjeux, c'est aussi la protection des données personnelles. Et donc, quand on fait un projet de modernisation, on s'assure que les données juste nécessaires sont diffusées donc, aux organismes pour faire donc, leur projet de modernisation. Et donc, au niveau de la mission, donc, on s'occupe donc, de la feuille de route de ce dispositif-là, qui est opéré par la CNAV et qui permet en fait de faciliter la diffusion des informations DSN et Passereau en fait. Et puis aussi d'y mettre d'autres informations. Il y a des projets de complément parce que sur les indépendants, par exemple, ils ne sont pas en DSN et Passereau, sur les pensions alimentaires, ce genre de choses. Voilà. Donc il a aussi l'ambition ensuite de couvrir d'autres ressources, sauf si, comme le disait mon voisin, d'ici là, le législateur arrive à simplifier pour se contenter des revenus salariaux et de revenus. Je continue sur DSN, DRM, même si Céline y a répondu. De fait, peut-être ceux qui ont posé la question n'ont pas forcément entendu, mais c'est Sylvain qui va répondre. On les trouve où alors, DSN et DRM? Qui les gère? Ça a été dit là, mais répétons-le, où ça se trouve dans l'architecture de notre système de protection sociale? Pardon, c'est des questions qui vous semblent absolument évidentes parce que vous êtes dedans, mais... Donc c'est géré par les collègues opérationnellement par les collègues de l'assurance vieillesse qui ont des capacités, on va dire, et des connaissances sur les gestions de bases de données partagées. Donc c'est eux qui ont la main opérationnelle pour gérer ça, et avec un pilotage de toute façon dans des instances collectives, mais justement avec le pilotage opérationnel du GIP MDS et évidemment la DSS qui est aussi aux commandes. Alors, parmi les thèmes que l'on souhaitait aborder, il y a les thèmes des difficultés à surmonter, des barrières à franchir. Et donc, puisque l'on sait qu'on a un calendrier ambitieux, quelles sont encore les principales difficultés auxquelles on est confronté pour la réalisation parfaite de cette belle solidarité à la source? Alors, peut-être Céline. Oui, donc il y a de multiples enjeux de la réussite de la solidarité à la source, dans la compréhension de ce qu'on souhaite faire dans la solidarité à la source. Donc là, on a des nouvelles notions qui apparaissent, comme le montant net social. Donc il y a un enjeu en fait de compréhension en fait par les allocataires donc de ces nouvelles notions. Il y a un enjeu de compréhension de la réforme, de pourquoi on va changer la base ressources parce que on cherche à automatiser et du coup pourquoi mon calcul de ma prestation elle change donc à cette occasion. Donc c'est des projets de transformation qui sont d'une grande complexité. Et après, donc, si on se penche sur le volet plus technique qu'on gère nous au niveau de la mission, l'une des ambitions, c'est sécuriser la gestion donc des données sociales. Donc comme je disais en introduction, de bout en bout, parce que concrètement c'est un flux d'informations qui arrive dans les chaînes de liquidation et on doit assurer donc une qualité donc optimum de ces données parce que derrière elles sont utilisées dans la liquidation des prestations. Et un écart ou une anomalie sur une de ces données, ça peut engendrer en fait un indu, un rappel et donc du coup une variation du droit qui est derrière complexe à gérer par les allocataires et notamment les plus précaires. Et c'est pour ça que dans l'accompagnement donc des publics, donc côté CNAV, vous êtes particulièrement vigilant sur ce volet-là. Après, voilà, donc les problématiques sont vraiment multiples
très pratico-pratique sur la donnée en tant que telle, mais après des enjeux d'accompagnement plus forts, quoi. Et donc vous avez passé le relais habilement à la CNAF sur ces principales difficultés qu'il va falloir surmonter, qui sont en train d'être surmontées. Alors, je pense que le sujet principal alors peut-être pas difficulté, mais en tout cas le challenge qu'on a, c'est vraiment envers l'ensemble des intervenants, c'est de travailler dans un maximum de confiance. Et en fait, cette confiance, donc, elle va se traduire aussi bien au niveau des déclarants que des usagers, que même de la relation qu'on peut avoir la Caisse nationale avec les CAF. Ce niveau de confiance, notamment par rapport aux déclarants, c'est de bien faire comprendre et d'arriver à bien communiquer sur pourquoi on a besoin de telle ou telle donnée, comment on la gère chez nous pour qu'elle soit en tout cas déclarée et intégrée aussi dans le DRM d'une manière qui puisse être traitée de la meilleure façon possible, avec la bonne réactivité, le bon rythme, donc dans une déclaration initiale et dans tous les événements qu'on peut avoir pour améliorer sa qualité. Et après, de faire comprendre aussi pourquoi nous, notre gestion, elle est sur une certaine temporalité qui peut être différente de celle d'autres organismes, des employeurs, et d'arriver à faire comprendre pourquoi nos enjeux, par exemple de temporalité ou de qualité, ils ont des spécificités qui vont, in fine, aller vers leurs salariés ou leurs assurés. Pour les allocataires, donc il y a vraiment encore une fois cet enjeu de confiance par rapport à la qualité de la donnée, on en a déjà un peu parlé, initialement faire en sorte qu'elle soit de la meilleure qualité possible, mais si ce n'est pas le cas, dans les 2-5%, voilà, de mettre en place le système qui amène de la confiance avec de la réactivité pour prendre en compte la situation et ne pas laisser des personnes potentiellement précaires donc, dans une difficulté supplémentaire et faire en sorte qu'on puisse corriger à la source pour être un système stable et qui soit durable dans le temps sur la qualité de la donnée. Et enfin, donc, dans la relation entre la Caisse nationale et les CAF, le projet de réforme des aides au logement a été porteur de gros changements au sein de notre système d'information, donc avec des difficultés qui ont été rencontrées dans le cadre du déploiement du projet. Donc c'est à la fois poursuivre en tout cas le travail d'amélioration en tout cas de notre socle technique pour mettre en place ces projets ambitieux et également faire en sorte qu'on associe au mieux les CAF dans la construction du projet de bout en bout avec peut-être des phases d'expérimentation, ce qu'on met en place dans le cadre du RSA de la prime d'activité, ce qu'on n'avait pas fait dans l'AL où ça avait été un déploiement massif. Donc là, c'est la stratégie qu'on a mis en place avec notre réseau et donc un bon accompagnement des métiers. Donc, mais ça, c'est forcément les CAF qui pourront nous dire de quoi les gestionnaires ont besoin pour mieux comprendre et en maîtrisant bien aussi les impacts sur les métiers puisque la relation avec le public, la gestion de ces données, elle va jouer dans le quotidien des gestionnaires sur la manière dont les dossiers vont être traités et dans la relation de service avec l'usager. Elisabeth, alors plutôt que les difficultés à surmonter, vous préférez les conditions de réussite et vous avez même un superbe slide à ce sujet. Alors, la première condition de réussite, je ne l'ai pas mis là parce que là, je parle du point de vue du gestionnaire technique que nous sommes, mais je pense que la première condition de réussite, c'est quand même qu'au niveau législatif, il soit pris en compte le fait qu'il y ait cette chaîne très compliquée. Alors, elle est compliquée, hein, elle n'est pas complexe, elle est compliquée parce qu'en fait, c'est une somme de choses très compliquées qui doivent s'enchaîner. C'est un peu comme un avion. Un avion, c'est compliqué, mais ça peut s'expliquer. Alors que complexe, c'est un plat de spaghettis auquel plus personne ne comprend rien. Donc, je pense qu'il faut vraiment rester sur l'idée que c'est compliqué et donc de bien comprendre, ça permet de lever la complication et non pas la complexité. Donc, du point de vue industriel, puisqu'on est nous gestionnaires opérationnels de systèmes industriels avec l'ADSN et Passero, l'ADSN, c'est 2 millions d'entreprises qui déclarent tous les mois au travers de 250 logiciels de paye. Passero, c'est un peu différent. On n'a que 2000 émetteurs de prestations. Par contre, ces 2000 émetteurs, à 80%, les flux sont concentrés par les 5 grands systèmes nationaux qui produisent de la prestation. Donc, par les organismes de protection sociale eux-mêmes. Donc, je pense que là, il y a aussi le fait de bien garder la chaîne de ce point de vue-là et que la qualité de production dans Passero tienne compte de la qualité attendue sur l'arrivée à l'usage. Ça sera un point important qu'on pourra bien réguler dès lors que ce lien est correctement fait.
Ensuite, sur le fond lui-même, je pense qu'il faut d'abord, on a besoin d'une définition stable dans le temps et dans son contenu. C'est-à-dire que déjà la DSN, il y a une mise à jour majeure par an. On ne peut pas mettre à jour les systèmes d'information des entreprises toutes les 5 minutes. Donc, il faut se donner des rendez-vous réguliers. C'est pour ça que je parlais aussi du législateur, qui ne change pas la définition comme ça tout le temps, mais que ce soit à des rendez-vous bien marqués et qui puissent être vérifiés dans la qualité. On a également le fait de ne pas mélanger des notions qui sont très proches, mais on a quand même cette notion de différenciation entre la date de versement de la paye, qui n'est pas la date de la paye. C'est-à-dire que vous êtes payé pour janvier, mais certains sont payés début février. Et là, on considère que le versement, c'est février. Alors que pour les personnes, souvent, en fait, elles ont l'impression que c'est janvier qui est payé, même si c'est payé en février. Donc, ces notions-là, je pense qu'au plan d'ensemble, on gagnerait aussi à travailler pour essayer de les rapprocher, puisque finalement, maintenant, on est dans un univers très industriel. Il y a aussi l'enjeu de ne pas compter 2 fois les mêmes ressources, puisque dans certains cas, on peut avoir une alimentation par l'entreprise et par le système de protection sociale, donc notamment par exemple les IJ. Donc là, je pense qu'il faut qu'on fasse un choix clair qui est, enfin pour moi, le naturel, c'est que c'est celui qui paye qui ensuite déclare. Mais bon, on est dessus. Il faut aussi interpréter sur toute la chaîne les données de la même manière. C'est-à-dire que quand vous donnez une notion qui est assez précise, bah, vous pouvez avoir des gens qui ne comprennent pas la même chose. Hein. C'est tout l'art de la communication. Et donc d'ailleurs, il y a des élèves de l'EN3S qui avaient fait il y a 2 ans un rapport que j'invite chacun à lire pour justement autour du rapprochement. Que vous aviez dirigé, non ? Oui, entre DSN et DRM, et qui disait qu'il faut que la carte culturelle du sens des données soit de plus en plus partagée. Et je pense que ça va falloir vraiment y travailler beaucoup, y compris en lien avec les formations des gestionnaires en CAF, hein, puisque cette carte culturelle elle va être fondamentale pour s'assurer qu'on interprète bien tous pareil. Et puis, ben, comme le disait Céline très justement, il faut quand il y a un écart qu'on renvoie les questions au bon niveau. J'ai représenté quand même la chaîne à droite, hein, c'est les 2 millions d'entreprises, les 2000 passereaux, donc ça fait des flux très très nombreux. Je n'ai pas mis autant de flèches qu'il y a de flux parce que ça ne tenait pas. Et ensuite, donc ça arrive dans DSN et passereaux, qui va servir le DRM. DRM potentiellement ajoute d'autres ressources venant d'autres univers, et ensuite ça sert la CNAF et la MSA, qui potentiellement ajoutent aussi des éléments à leur niveau, et tout ça ensuite ça va vers les allocataires. Donc vous voyez que c'est quand même une chaîne très élaborée, et la première condition de réussite, c'est que la chaîne soit bien comprise et respectée par tous à son niveau. Bien, il nous reste un bon quart d'heure, 20 minutes de discussion sur notre solidarité à la source. J'ai reçu pas mal de questions, et j'ai une question que je n'ai pas reçue, mais pourtant, je pense qu'elle est très importante, elle est redoutable, et vous en parlez en permanence, mais comme ça, vous allez pouvoir éclairer tout le monde, c'est sur l'actualité du montant net social. Peut-être faut-il revenir sur le MNS. Je commence par le sigle, et comme ça, vous pouvez redire ce qu'est ce MNS. Qui veut se jeter sur la réexplication de ce qu'est le MNS? Je peux tenter. Et comme ça, les 2 autres nous diront où nous en sommes. Est-ce qu'on doit prendre en compte les complémentaires santé, les tickets resto, etc. Parce que c'est des sujets qui, je le sais, vous préoccupent, sur lesquels vous êtes dans l'actualité, et qui préoccupent aussi ceux qui s'intéressent au thème. Alors, comme on l'a un peu déjà expliqué, le montant net social, hein, donc en fait, on en avait besoin donc à plusieurs titres, parce qu'on voulait faciliter la lecture en fait des allocataires et qui n'est pas à recalculer donc ce qu'ils devaient déclarer donc en CAF. Et après, on avait quand même le côté très technique du sujet, très pratico-pratique, où en fait, dans la base ressource du RSA et de la prime d'activité, il y avait un net perçu qui était quand même pas complètement très clair. Donc du coup l'enjeu du montant net social, sachant qu'on devait rentrer cette notion-là dans une norme informatique, il fallait être en capacité de le définir extrêmement précisément, parce que comme le disait Elisabeth, derrière il y a donc des millions de déclarants, des centaines d'éditeurs qui interviennent et qui devront le calculer pour pouvoir nous le transmettre. Donc du coup, il y avait la nécessité à ce que donc ce net perçu, il ait donc sa définition. Et donc sa définition, elle a été travaillée pendant de nombreux semestres et a abouti en fait à ce que on soit le plus proche possible de ce qu'est donc le net perçu et ce que devrait être donc le net perçu. Et donc on a réalisé donc des travaux entre la compréhension que pouvait avoir la tutelle de ce que c'était, la pratique en CAF.
aussi. Quelle était la pratique en CAF par rapport donc à cette notion de net perçu, et on a abouti donc à une définition qui a sa complexité, effectivement, qui est un peu difficile à appréhender, hein, donc parce qu'on ne se base pas sur une notion qu'on connaît déjà, parce que la simplicité aurait été peut-être de se baser sur le revenu net fiscal, hein, qui était déjà bien appréhendé par les allocataires. Mais là, il a été choisi en fait de repartir, on va dire, de ce qu'on appelle du brut, hein, donc c'est-à-dire du haut du bulletin de salaire, et de prendre en compte en fait tous les éléments de revenus qui ne sont pas obligatoires, en intégrant aussi, réintégrant aussi possiblement les parts patronales pour certaines parts. Donc du coup, dans cette démarche-là, qui était un petit peu nouvelle, parce qu'en fait, c'est assez rare en fait que dans les revenus, on réintègre donc les parts patronales. Donc on a... Pour être concret, part patronale, là, c'est peut-être pour la cotisation de complémentaire santé. C'est ça, ou donc c'est d'autres? Non, la complémentaire santé, pour le coup, hein, donc on la considère comme obligatoire, et donc en fait, hein, donc le MNS en n'intègre c'est la pas. part patronale de certains avantages sociaux, voilà, qui ne sont pas obligatoires, des tickets exactement, resto. voilà, c'est ça en fait. Donc là, la complémentaire maladie, oui, donc là, on l'a considérée comme obligatoire. Voilà, dans tous les cas, de ce contexte-là. Sachant que la notion d'obligatoire, justement, ça fait partie de longs débats avec les entreprises, parce que c'est pas parce que c'est pas obligatoire au titre de la loi que par rapport à une branche ou par rapport à un accord d'entreprise, c'est pas obligatoire à appliquer aux salariés. Donc il y avait une réception qui était très difficile de ce terme d'obligatoire, parce que finalement le salarié, quand c'est de la prévoyance, parce que c'est notamment les cotisations patronales prévoyance, qui souvent sont mélangées d'ailleurs avec le contrat santé, ce qui facilitait pas, parce qu'il y a un bout, puisque c'était obligatoire par la loi, ça ne devait pas être pris, mais l'autre bout, c'était obligatoire par la convention collective. Donc lui, il aurait fallu rajouter et ne pas soustraire la cotisation salariale. Il avait les deux dimensions. Et ça, les entreprises avaient très vite alerté l'État sur le sujet, qui a donc retravaillé par rapport à ça, je crois. Voilà, je pense que la difficulté du sujet, ça a été vraiment l'histoire de gérer l'écart entre une application un peu stricte de la réglementation et la pratique qui s'est installée dans les années, avec justement une définition qui n'était pas forcément très claire, y compris autant pour les organismes que pour les usagers. Donc c'est ça qu'essaye de gommer le montant d'aide sociale. Et après, justement, là actuellement, par rapport à l'appréhension et la concrétisation de tout ça, donc avec l'apparition pour la première fois sur les bulletins de salaire de juillet, hein, de cette année, voilà, on se retrouve un peu tiraillé entre le besoin de stabilité dans les définitions qui a été évoqué juste avant et la capacité collective à un peu réagir sur, en tout cas, de faire une définition qui colle à un fonctionnement le plus à même pour délivrer derrière le bon droit, parce qu'on a évalué au mieux, grâce à ce montant d'aide sociale, quels sont réellement les revenus des personnes et comment on intègre ce montant-là dans le calcul et les barèmes de prestations. Donc derrière, ça engendre plein de complexité dans les calculs pour arriver au bon équilibre dans tout ça, mais c'est clairement des sujets justement sur lesquels on continue à réfléchir, hein, au-delà de cette première apparition sur le bulletin de salaire en juillet et l'utilisation obligatoire à compter de janvier 2024. Elisabeth, je parlais de la stabilité une fois que ça sera vraiment utilisé sur toute la chaîne. Et là, je pense qu'on est justement en phase de réglage et que c'est le bon moment pour voir si on a dans les études théoriques faites en amont, pragmatiquement ça marche pas, le régler vite maintenant pour qu'ensuite, mais une fois installé, il ne faudra pas changer tous les jours. Plusieurs petites questions, mais toutes dans le même sens, sur les erreurs et les recours. Comment ça va se passer? Même parmi ces questions sur les erreurs et les recours, est-ce que la solidarité à la source met fin au droit à l'erreur? Pas mal ça. Enfin, plus concrètement, comment ça va se passer pour un usager qui considérerait qu'il y a une erreur? Alors peut-être la première chose qu'on peut dire, c'est que normalement, on va déjà réduire les erreurs en fait à la base. C'est-à-dire que là, sur une DTR, déclaration trimestrielle de ressources, aussi bien pour la prime d'activité que pour le RSA, l'allocataire, il part d'une page blanche et il doit remplir des choses. Et donc là, potentiellement, avec les difficultés d'identifier le bon montant à saisir, de savoir est-ce que tel ou tel revenu, je dois le prendre en compte ou pas, parfois sur des revenus qui peuvent être un peu exotiques. Et donc l'interrogation, elle est
est un peu complexe. Et donc, la personne va saisir des choses. On n'a pas de capacité de contrôle actuellement en temps réel. Donc, le contrôle, il va se faire potentiellement a posteriori avec le rapprochement sur ce qu'on aura pu obtenir dans les bases côté finance, enfin, au niveau de la DGFiP, quoi, et des impôts. Et donc, on fait des comparatifs a posteriori, et ce qui nous amène à devoir revenir rétroactivement sur des montants. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez négatif aussi bien pour nous par rapport à la qualité du droit servi que pour l'usager, parce qu'on peut amener à effectuer des indus ou des rappels sur des périodes très antérieures. Donc l'objectif justement, c'est avec cette préalimentation des déclarations trimestrielles, de réduire déjà à la base une erreur pour l'usager. Donc après, effectivement, ce qu'on disait, c'est qu'il y a parfois un écart entre ce qui aura été préalimenté et ce que l'allocataire peut percevoir comme la réalité ou la réalité effective. Et donc là, c'est ce qui est en train d'être mis en place et ce qui a été évoqué, c'est la capacité pour l'allocataire de dire attention, je ne suis pas d'accord avec ça, veuillez vérifier que la donnée était bonne. Et donc là, il pourra faire cette déclaration en ligne, en même temps qu'il fait sa validation trimestrielle des ressources et montrer en tout cas signaler un écart qu'il mesure. Et à ce moment-là, ça déclenche tout le système de vérification qui est en train de se déployer. Avec aussi, et c'est ce qu'on a dit, tout en tenant compte de la capacité au niveau des branches, enfin au niveau des CAF notamment, de se dire si on voit que ça bouge de manière significative le droit, on peut agir sur le droit aussi dans l'attente d'une prise en charge pour qu'on soit le plus réactif possible et ne pas mettre l'allocataire en difficulté. Céline, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, dans le projet qui est en train d'être préparé de modernisation du RSA et de la prime d'activité, il s'est construit avec le retour d'expérience du projet des allocations logement. Et en fait, donc les métiers, donc on fait le choix de proposer un parcours à l'allocataire qui permet en fait une visualisation donc de ces données, donc un pré-remplissage, contrairement à ce qui peut se faire au niveau des AL, de lui donner la capacité à la modifier tout de suite. Et après, donc effectivement, quand il modifie cette donnée, on lui signifie quand même qu'en général, elle est plutôt bonne, parce que dans 95% des cas, même plus, donc ça marche. Qu'il peut y avoir donc qu'il peut y avoir un écart. Et donc du coup, en fait, c'est la donnée corrigée qui après est réintégrée dans le moteur de liquidation côté CAF. Et donc pour le service en fait aux allocataires, du coup, voilà, il y a une prise en compte justement de cet écart, de son souhait de modifier en fait la donnée en entrée qui est pris en compte au niveau de la CAF, et après se met en place donc le parcours de gestion, donc de signalement, avec possiblement donc une remontée jusqu'à donc le déclarant pour une mise en conformité du flux à venir aussi. Et pour que l'erreur ne se renouvelle pas, et le cas échéant, des actions qui peuvent être menées au niveau du DRM, de fiabilisation du DRM, si on est sur des problématiques où il y a une difficulté dans l'identification en fait de l'allocataire, ce qui peut exister, ce qui est très très rare, mais qui peut exister aussi. Alors, avant de passer la parole à Elisabeth, qui toujours veut réagir et préciser, il y a le message de service de chacune de ces séquences qui consiste à vous dire que si vous flashez l'autre QR code qui s'affiche devant vous, vous aurez accès à un module qui vous permet d'avoir votre attestation de suivi et à la notation des intervenants, et vous leur mettez tous 10 sur 10, bien sûr. Oui, alors juste c'est pour dire aussi qu'on fait tout pour éviter l'erreur. C'est-à-dire l'URSSAF notamment fait un gros travail pour pouvoir justement réagir à réception de chaque DSN pour dire attention là, quand on vérifie le montant net social par rapport aux éléments de cohérence autour, notamment la rémunération nette fiscale, si on lui ajoute telle et telle chose, on devrait avoir quelque chose de similaire. Là, ce n'est pas similaire, il y a sans doute un problème. Regardez. Donc, cette correction le plus en amont possible grâce aux travaux menés par l'URSSAF avec les CRM industriels qui sont portés dans le système DSN, je pense que ça va minimiser aussi les erreurs fortement, quoi.
Alors, on a 5 petites minutes. Il y a 3 questions, donc il faut répondre à la mitraillette, c'est-à-dire très vite. Il y a une question, on l'a déjà abordée sur l'automatisation. Elle revient dans l'autre sens. C'est sur ce nouveau terme qui s'impose dans le débat sur les prestations, c'est la quérabilité. Va-t-on vers la fin de la quérabilité? Et là, c'est Sylvain qui s'est saisi du micro. En fait, clairement, ça a été on a eu des échanges avec la DSN. Je vais le dire en français. Quérabilité, ça signifie pour l'allocataire, est-ce qu'il n'aura plus à demander la prestation? Voilà. En fait, donc ça rejoint la question d'automatisation de manière générale, hein, et il y a un vrai sujet, presque philosophique sur est-ce que justement cette solidarité à la source, elle va justement totalement vers un système totalement automatisé. Clairement, et voilà, on a vu les échanges avec la tutelle dans le cadre préparatoire de la COG, la quérabilité des prestations reste. Donc nous, l'objectif maintenant, c'est dans ce cadre-là de faire en sorte qu'on simplifie au maximum la possibilité de faire des demandes, notamment par une demande en ligne où la personne peut faire plusieurs demandes dans un même système sans avoir déclaré plusieurs fois des informations. Donc dans ce cadre, on essaye de faire au mieux. Parfait, réponse précise, synthétique. Cybercriminalité, nous avons des inquiets, légitimement inquiets, que vous allez rassurer, Elisabeth. Avec tout cet échange de données, n'y a-t-il pas des risques d'intrusion, de vol? Alors, le système DSN et le système Pass'Ro sont extrêmement sécurisés. On a d'ailleurs été audité par l'ANSSI au moment de la mise en œuvre du Pass et ils n'ont pas trouvé de défaut majeur. ANSSI, c'est pas une ville. ANSSI, c'est pas la ville, non, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est le grand Manitou de la cybersécurité au niveau de l'État. Et ils recommencent d'ailleurs cette année. On a à nouveau un échange avec eux pour pouvoir certifier nos systèmes où on est très très attentif à ces dimensions-là, bien évidemment. Un système comme le nôtre, il ne peut fonctionner que s'il garantit la protection des données et la disponibilité de ces données dans le temps de manière certaine, quoi. Cybercriminalité, vous voulez ajouter? Pas forcément. Sur la cybercriminalité, donc c'est aussi la fuite de données, récupération de données. Donc on est très vigilant dans les projets de modernisation aussi sur ce volet-là. Donc on demande que les téléservices qui utilisent donc les données soient homologués donc au niveau du référentiel général de sécurité. Donc on a une attention particulière sur le fait que on mette à disposition les données minimum pour pouvoir procéder à la modernisation. Donc ça intervient aussi donc dans le champ de la protection des données personnelles. Et après effectivement voilà, c'est un enjeu majeur, c'est une condition de la sécurité globale et de la confiance que l'ensemble des acteurs ont et qui permettent en fait la mise en place de ce système-là. Si on n'avait pas des exigences très très fortes dans la sécurité de nos systèmes d'information, la mise en œuvre d'un projet comme la solidarité à la source serait pas possible. Question très large, réponse très courte. J'en suis désolé. Ça c'est du côté vraiment sécu. Une question sur le risque d'étatisation de la sécurité sociale par l'intermédiaire de cette gestion modernisée des données. Comment réagissez-vous? Sur la gouvernance du J, peut-être, Elisabeth, c'est quelque chose pour le coup qui est très... l'étatisation de la sécurité sociale, c'était un tout autre sujet. Et oui. Notamment, je le disais tout à l'heure, la sécurité sociale première, c'est celle qui est liée au travail. Ce n'est pas celle de délivrer des prestations de solidarité en complément de revenus pour ceux qui en ont besoin, qui est un autre volet. Et je pense qu'il ne faut pas mélanger les genres. Et je ne pense pas que ça change quoi que ce soit au paysage de la protection sociale en France, auquel tout le monde est très attaché, je crois. Et donc, il faut faire un article, Pierre Laroque, DRM et DSN. Non, peut-être dire qu'effectivement, il y avait une ambiguïté au moment des premières annonces sur la solidarité à la source qui allait faire éconiser 20 000 postes de fonctionnaires. Oui. En tout cas, et les cartes se sont élevées en disant d'abord, nous ne sommes pas des fonctionnaires. Exactement, donc ça a été un sujet peut-être anecdotique, mais en tout cas qui est resté en tout cas dans le discours qu'on a eu et en tout cas sur les impacts de la solidarité à la source. Je pense quand même, on le voit, c'est que la question a pu se poser effectivement de voir notamment côté État et DGFiP une prise plus importante de ces sujets-là avec la mise en place des circuits déjà existants dans le cadre du PASS.
moi je trouve que les circuits qui se mettent en place actuellement sont la preuve aussi du renforcement du rôle, alors notamment je parle pour les CAF, mais je pense que pour les CEPAM et même pour l'ensemble des organismes avec la CNAV et la cause, l'URSSAF Caisse nationale qui interviennent aussi à leur niveau dans l'organisation générale du projet, que les différentes branches de la sécurité sociale ont bien été identifiées comme les acteurs clés de la maîtrise de ces données-là et de la capacité à les traiter pour les publics que nous suivons, que nous gérons. Très bien. Alors, il nous reste une petite minute pour un dernier exercice final. Quel est le mot de conclusion que vous pouvez choisir? On pourrait vous reprojeter le nuage de mots et vous en picoreriez un au hasard. Alors, vous l'avez sous les yeux. Mais si on devait résumer aujourd'hui le projet, est-ce que c'est son objectif, la simplicité? Est-ce que c'est l'intérêt que vous portez à DSN ou DRM, etc. Qu'est-ce que vous choisissez comme mot pour conclure actuellement ce gros dossier, ce gros chantier? Elisabeth, votre mot? Moi, j'aurais dit numérique, qui n'est pas dans le nuage de mots, mais qui est un peu, de toute façon, une conclusion normale du fait qu'on est dans une société où la data est de plus en plus présente et que l'usage partagé de la data au profit de la simplicité des démarches, ça devient une évidence. Donc, c'est numérique pour moi. Alors moi j'aurais dit données sociales. Ah, ça fait deux mots, on n'a pas le droit. Non, je rigole. Données, data, les mots, c'était un peu parallèle. Voilà. Donc oui, moi je pense que c'est en fait la mobilisation donc de ces données sociales qui permettent donc de faire ces projets. Et donc l'enjeu c'est de la sécuriser. Voilà. Sylvain. Moi, je vais en prendre un terme que j'ai utilisé à un moment quand j'ai décrit les différents liens avec les intervenants, c'est la confiance, parce que justement, on l'a vu, je pense que c'est par là que ça doit irriguer la réussite du programme de la solidarité à la source. Parfait, donc nous sommes au terme de notre session sur ce gigantesque chantier qui progresse de la solidarité à la source. Que pourrait-on en retenir? J'ai vu que dans le fil de discussion, nous avons un interlocuteur qui nous suit bien puisqu'il remarquait que ceci pouvait contribuer à ce bel objectif d'internaliser la complexité et d'externaliser la simplicité. Je pourrais dire aussi avec une autre formule que ceci vise quand même la simplification. Et autre point de doctrine très important, simplifier, vous avez noté le génie de l'affaire, simplifier, c'est compliqué. On se retrouve à 14 h pour parler d'intelligence artificielle et de protection sociale. Et là, derrière vos écrans, vous faites une holla géante pour remercier nos 3 intervenants.